Ce n'est pas un secret, les personnes racisées sont sous-représentées dans l'industrie de la mode. Or, de plus en plus de petites et grandes entreprises du milieu s'efforcent de changer les façons de faire et de mieux représenter la diversité. Mais est-ce qu'on assiste à un véritable changement au sein d'une industrie qui a toujours résisté à inclure les personnes non blanches? Pour en discuter, j'ai la chance de rencontrer la mannequin montréalaise d'origine angolaise, Tiffany Moreira. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Tiffany Moreira, j'ai 26 ans et je suis mannequin. Et tu es originaire de quel pays? Angola. Angola. Oui. Parfait. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont décidé de venir ici? Oui, donc quand je suis venue ici, c'était la guerre dans mon pays. OK. La guerre qui a terminé en 2004. Donc on est venu pour chercher une meilleure vie, meilleur futur et tout ça. Tu étais assez jeune quand tu es arrivée. Est-ce que tu as des souvenirs encore de Oui, là-bas? j'ai beaucoup de souvenirs. Étrangement, oui. Je me souviens du village où j'ai grandi, les personnes avec qui j'ai grandi. Et des fois, je me réveille avec une odeur, je sais pas. Ma mère elle me dit tout le temps, quand tu te réveilles avec une odeur, c'est que tu te rappelles de ton passé et tout. Des fois, je peux me réveiller, me rappeler l'odeur du sable dans ma cour et des trucs comme ça. Est-ce que tu es déjà retournée là-bas pour... Pas encore, malheureusement. Je vais retourner cette année. Wow! Mais je pense que les plans... Je vais aller en mars. Donc, ouais. Wow, c'est mal tombé. Oui, vraiment mal tombé. Après 20 ans, je voulais célébrer mes 20 ans à l'extérieur du pays, mais peut-être l'année prochaine. On te le souhaite. Oui, merci. C'est quoi tes premiers souvenirs de Montréal? Est-ce que tu en as? L'hiver. L'hiver? On est arrivé en avril et en 2000, je pense qu'il y a eu une grosse tempête. Donc, mes premiers souvenirs, c'est l'hiver, les mains glacées. On a pleuré, on était à la frontière, on pleurait, on n'avait jamais vu ça. Donc, on entendait parler de l'hiver et tout ça, mais de le vivre, c'est différent. Est-ce que tu peux nous dire, ça a été comment de grandir dans une autre culture, de grandir dans un mélange de deux cultures? Quel genre d'influence ça a eu sur toi? Ça a eu une bonne influence et je me sens bénie en fait de pouvoir voir les deux côtés. Mais j'ai remarqué que, en fait, en Afrique, déjà, on rêve, quand on parle de l'Amérique, on rêve du rêve américain déjà. On se voit réussir, on se voit faire beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'emplois, on est plus libre, même de parler, tout ça, de voter. C'est quelque chose qu'on n'a pas en Afrique, malheureusement. Mais en grandissant ici, j'ai remarqué que oui, j'ai une autre façon de voir les choses, mais les gens en Afrique ne sont pas vraiment prêts à accepter non plus. Des fois, je parle des conditions en Afrique, je dis « Oh my God, ça se fait pas » et tout ça. Ils me disent « Ouais, mais toi, tu as vécu ailleurs. Tu peux pas vraiment t'identifier à nous parce que tu le vis pas, tu comprends pas. » Donc, je leur dis « Oui, mais des fois, en même temps, c'est mieux de rester en Afrique parce qu'il y a des choses qui arrivent ici au Canada et tout ça, c'est pas bon. Ou en Amérique, c'est pas nécessairement bien et tout ça. » Mais les gens me disent non. Parce que nous aussi, on galère, donc oui, on veut le voir, ce monde-là. Mais une fois qu'on est ici, on rêve tellement de retourner en Afrique parce que c'est pas la même chose. Il y a rien comme la maison, comme on dit. Donc, peu importe où tu es né dans le monde, même s'il y a la guerre, oui, il y a plein de choses dans ton pays qui se passent pas correctement. Mais il y a quelque chose en fait dans ton cœur qui dit que non, je veux retourner à la maison parce que même si ça fait 20 ans que je suis ici, oui, j'aime le Canada. Je me dis toujours quand je voyage, oui, je veux retourner au Canada, mais en même temps, c'est pas ma maison parce que c'est pas ici que je suis née, c'est pas ici où sont mes cultures et tout. Donc moi, mon rêve, ça serait vraiment de retourner en Afrique un jour. Mais je me considère quand même chanceuse de pouvoir vivre ici parce qu'il y a beaucoup... même la possibilité, par exemple, d'aller à l'école gratuitement ici au Canada, c'est bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans mon pays. Donc, je me considère vraiment, vraiment très chanceuse de pouvoir être ici. Tu disais avant l'entrevue que tu parlais français, anglais, portugais aussi, mais aussi espagnol. Oui. Comment ça se fait? Donc, en fait, je parle espagnol parce qu'une des premières communautés qui nous a accueillis quand on est arrivé ici, c'était la communauté latino-américaine. Donc, on est arrivé ici, ma mère, elle avait que des amis latinos, beaucoup de Mexicains. Donc, et ma mère, elle parle très, très, très bien, mieux que moi, l'espagnol. Et c'est ça, donc je parle couramment l'espagnol aussi à cause de ça. Est-ce que tu as d'autres membres de ta famille qui sont déménagés ici aussi, ou est-ce que il y a une communauté angolaise avec qui... Il y a une communauté angolaise, mais elle n'est pas très grande, malheureusement, au Canada. Surtout pas au Québec. Aussi, c'est au Canada, c'est plus dans le côté anglophone. Mais sinon, les Angolais, comme on parle portugais, on va plus du côté du Portugal. OK. Oui, mais sinon, on est la seule famille au Canada. Tantôt, tu disais que c'était difficile, en fait, de réussir ici, puis que souvent, quand on venait d'Afrique, on pouvait penser que ça allait être plus facile, mais qu'il fallait vraiment travailler. Toi, tu n'as pas choisi un milieu très facile non plus. Exact. Comment tu as décidé de rentrer dans le milieu de la mode, puis à faire
de ça une carrière? Moi, en fait, c'est vraiment juste par curiosité. Je suis quelqu'un de nature très curieuse. J'aime essayer, que ce soit la nourriture, les cultures. J'aime vraiment m'aventurer dans tout. Et la mode, j'ai commencé en fait parce que j'ai toujours été grande et mince. Donc les gens me disaient tu devrais être mannequin, tu devrais être mannequin. Et dans le temps, j'étais très sportive, j'étais vraiment très tomboy, je voulais rien savoir de la mode. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était le sport, jouer au basket, athlétisme et tout. Et finalement, un jour, je me suis assise devant un ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches sur le modeling, les mannequins connus et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Et quand j'ai commencé, maintenant, tu peux plus arrêter. C'est devenu vraiment, c'est ma vie maintenant. Ouais. À quel âge tu as commencé? J'avais 14-15 ans quand j'ai commencé. Ouais. Mais c'est vraiment plus local. Je voyageais pas encore. Comme j'allais à l'école aussi, ma mère, c'est hors de question que tu voyages et tout. Mais ouais, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que c'est une carrière que tes parents ont tout de suite acceptée? Au début, oui. Ouais. Au début, elle m'encourageait, mais quand elle a vu que ça commençait à devenir trop sérieux, elle m'a dit non. Ma mère était vraiment contre, elle voulait plus rien savoir, mais en même temps, c'est de se prouver. Je voulais vraiment lui prouver que oui, j'ai un avenir dans ça et c'est vraiment quelque chose que j'ai tenu à faire. Parce que des fois, les parents, c'est pas qu'ils sont contre, mais ils ont peur en même temps pour nous. Et ils ont peur de l'inconnu aussi. La mode, les stigmas et tout ça qu'on entend par rapport à la mode, c'est pas très positif. Donc elle avait aussi peur, l'anorexie et tout ça. Mais elle a toujours quand même été à côté de moi. J'ai toujours pu lui confier mes problèmes côté de la mode et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la scène de la mode montréalaise? Je sais pas, de sa grosseur par rapport aux autres grandes villes. Montréal, malheureusement, est très petit. On a jadis été, je pense, dans le top 100 des villes de la mode, mais maintenant, c'est plus le cas. Si on veut vraiment se tourner vers la mode au Canada, c'est plus Toronto. Le marché à Montréal, il est trop petit et les gens n'achètent pas beaucoup, en fait. Okay. Parce que normalement, en Europe, aux États-Unis, c'est que les gens achètent, les gens consomment local. Donc, tout ce qui est Dolce Gabbana en Italie, les gens achètent. Mais ici, à Montréal, on n'a pas vraiment de designers, on va dire, connus sur la scène internationale que les gens vont acheter. Les Montréalais, normalement, on est plus... en fait, on va dépenser pour tout, nourriture et tout ça, les choses plus importantes que la mode. On n'achète pas vraiment beaucoup côté mode et tout. Donc, ça ne fait pas avancer la culture de la mode ici à Montréal. Et quand tu as commencé, j'imagine que tu as vite fait le tour puis tu as dû commencer à travailler à l'international dans d'autres villes. Honnêtement, non, quand j'ai commencé, c'était vraiment, je faisais ça pour le fun, je faisais ça pour l'expérience, c'est vraiment parce que c'était une passion et que je voulais vraiment faire le plus. Et même les défilés que je faisais au début, j'étais pas payée du tout, parce qu'à Montréal, il n'y avait pas beaucoup de budget dans le temps, surtout pas maintenant. Maintenant, je pense que c'est pire même. Donc le budget, on l'a pas déjà, mais quand tu aimes quelque chose au début, tu le fais vraiment parce que tu aimes, tu as vraiment soif de le faire plus. Mais quand tu ouvres les yeux, après, tu te rends compte que non, finalement, tu dois être payé parce que tu as des factures à payer aussi. Donc, je suis partie à l'international pour pouvoir acquérir encore plus d'expérience et avoir un nom. Est-ce que la crise actuelle du COVID, ça a un impact sur l'industrie de la mode? Quel genre d'impact ça a? Un énorme impact. Ça s'est complètement arrêté. Il n'y avait plus rien, vraiment rien. Ça commence à recommencer graduellement, mais... Moi, j'ai arrêté de travailler complètement. Il n'y avait plus rien du tout. Parce que moi, mon secteur, déjà, c'est l'international. Et je n'étais pas en mesure de pouvoir voyager. Donc, c'est ça. Même à Los Angeles, je suis basée plus à Los Angeles et en Europe. Donc, même jusqu'à maintenant, je ne suis pas allée à Los Angeles parce que c'est très à risque là-bas. Mais ouais, ça a eu un gros impact dans la mode. Mais ce qui est bon, c'est que les gens ont pu se réinventer. Donc, les designers, il y en a qui ont fait des défilés virtuels. Les gens, avec côté argent, je pense pas qu'ils ont beaucoup perdu. C'est plus pour les mannequins. Nous, on n'a pas pu vraiment travailler. Mais comme les gens achètent maintenant beaucoup en ligne, donc je pense pas ça a beaucoup affecté vraiment. Mais pour les mannequins, c'est dur. C'est dur parce que c'est un métier qui nous fait voyager. Normalement, on doit voyager pour pouvoir aller faire les contrats et tout. Donc, ne pas être en mesure de pouvoir voyager et tout, on a beaucoup perdu. Ouais, j'imagine. Dans les dernières semaines, il y a eu une vague de dénonciation dans tous les milieux. Toi, est-ce que dans le milieu de la mode, tu as déjà été témoin de ça? Est-ce que tu penses que cette vague-là, ça peut changer quelque chose? Changer, en fait, dans le milieu de la mode, il y en a toujours eu, malheureusement. C'est les designers, que ce soit des designers, beaucoup les photographes aussi qui restent des mannequins, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça fait partie des très mauvais côtés de la mode. Et en fait, la différence entre maintenant et avant, c'est que les gens commencent à parler. Les gens parlent et avant, en fait, c'est qu'on avait peur de parler parce que quand tu parlais en tant que mannequin, tu dénonçais, tu étais vu comme une snitch.
Donc, on te fermait les portes, en fait. Donc, les gens avaient peur de parler, de peur de perdre leur travail. Mais maintenant, on a le support, on se sent supporté. On s'est dit, OK, si je parle, d'autres personnes vont venir me supporter. Donc, il y a ce climat de support qui fait que les gens parlent plus et je pense que c'est très bon aussi. Tu t'intéresses à la mode depuis que tu es assez jeune, depuis 13-14 ans, je pense? Côté mode, dans ma famille, on a toujours eu. J'ai beaucoup de tantes designers en Angola. Donc, j'ai toujours été entourée de mode. Mais vraiment m'intéresser en tant que mannequin, c'est vers l'âge de 14 ans. Ouais. Puis, est-ce que depuis cet âge-là, toi, tu as remarqué qu'il y avait un manque de diversité dans le milieu? Oui. Ouais. Oui, vraiment beaucoup. Plusieurs fois, j'étais le seul mannequin noir dans un défilé. Même, je suis restée à Milan quelques mois. Et j'ai fait un défilé d'une centaine de mannequins. J'étais la seule noire dedans. Ouais. Donc, il y a ce côté de toi qui, oui, tu es contente parce que tu es là, on t'a choisi, mais en même temps, tu peux pas vraiment célébrer. Tu peux pas être complètement fière parce que tu te dis que, wow, j'étais la seule noire. Et tu sais que tu connais d'autres mannequins qui auraient pu être là avec toi, défiler en même temps que toi. Donc... Est-ce que ça t'a déjà déprimé de vivre ça, d'être la seule mannequin noire ou de penser que les personnes noires sont sous-représentées? Est-ce que ça t'a déjà découragé de continuer ou t'as toujours... Ça m'a jamais découragé de continuer. Oui, c'est choquant, ça fait mal. Énormément. Moi, je suis quelqu'un que normalement, quand tu me fermes une porte, que ce soit parce que je suis noire ou que tu ne me trouves pas assez bonne pour ton travail, ça me motive en fait de revenir encore plus forte. Donc, je me suis dit que si on me choisit pour les défilés, je veux bien représenter ma culture, je veux bien représenter ma couleur de peau. Donc, si on me choisit, je veux bien faire le travail pour qu'ensuite ils puissent engager d'autres mannequins noirs et se dire, OK, ça en vaut la peine d'engager des mannequins noirs et elles sont bonnes, elles savent marcher, elles savent bien poser aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment, j'étais là pour représenter et faire en sorte que ça change. Donc oui, ça fait mal d'être la seule, mais en même temps, tu es là pour quelque chose, pour une mission. Parce que dans le côté de la mode aussi, tout ce qui est industrie, business, il y a beaucoup de mauvaises choses, comme j'ai dit un peu plus tôt, donc les drogues et tout ça. Et on ne veut pas vraiment être mêlé à tout le monde. Mais j'ai été chanceuse, je peux dire, j'ai été bénie d'avoir les peu de mannequins qui sont devenus vraiment amis avec moi. Et comme c'est déjà un milieu très petit, tout le monde se connaît, donc il faut vraiment choisir les bonnes personnes. Et les personnes qui sont autour de moi ont toujours su m'encourager. J'ai aussi de très bons bookers, de très bons agents qui ont toujours su être à l'écoute de mes besoins déjà. Je ne me suis jamais sentie forcée de faire quoi que ce soit un défilé ou poser pour telle marque. C'est toujours de mon plein gré, donc ouais. Tu t'as déjà dit qu'il fallait travailler beaucoup plus en tant que personne noire pour réussir à percer dans ce milieu-là. Oui. Est-ce que depuis que tu as commencé à travailler là-dedans, dans l'industrie de la mode, est-ce que tu vois un changement dans les mentalités, dans la représentation depuis que tu as commencé? Dans la représentation, oui, mais du fait qu'on doit travailler plus fort, pas encore. Okay. Mais ça, c'est vraiment pas, c'est pas juste dans le milieu de la mode, je pense que c'est de façon générale. Tout ce que tu fais, même à l'école, je parle à mes frères, je suis très proche de mes frères, je leur dis. Heureusement ou malheureusement, en tant que noir, tu dois travailler doublement parce que justement, tu dois représenter les autres qui vont venir après toi. Parce que si toi, on te choisit, tu décides de faire ton paresseux, de ne pas vouloir travailler, ils vont se dire que tous les noirs sont comme ça. Donc, partout où tu vas, malheureusement, c'est ça, il faut représenter, il faut toujours bien se porter, travailler doublement s'il le faut, mais ça a un mérite. À la fin, ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que au sein de l'industrie de la mode, peut-être que c'est dans les postes plus importants, plus élevés, qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité pour que toute l'industrie puisse changer? Oui, parce que l'industrie, déjà, elle est très jeune. Ça a beaucoup changé. Les marques sont vieilles, mais les gens qui travaillent maintenant sont très jeunes. La jeunesse, je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'on m'a dit, selon les statistiques, en fait, c'est que le milieu de la mode, c'est le milieu qui a le moins évolué. Qu'on compare tout milieu combiné, la mode, c'est vraiment le milieu qui a le moins évolué. Donc, pour nous, on est encore en 1900, on va dire en 1950. Ouais. Ils ne veulent pas changer, que ce soit la shape des mannequins. Les mannequins doivent être maigres. Ça n'a pas changé. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais comme la jeunesse est en train de prendre le dessus, je pense qu'il y a de grands changements qui vont se faire très bientôt. Fait que c'est des changements dans les mentalités même de l'industrie. C'est pas juste une image de dire on va engager des mannequins. Oui, c'est vraiment dans l'industrie. Malheureusement, comme j'ai dit, quand tout ça a commencé, les protestations et tout ça avec le Black Lives Matter, quand ça a touché le milieu de la mode, en fait, ce que ça a fait, c'est que oui, plusieurs personnes ont commencé à poster mes photos, mais regardez, je suis pas raciste, j'ai travaillé avec Tiffany, par exemple. Mais avec le recul, je me suis rendu compte, oui, tu as travaillé avec moi, mais j'étais le seul mannequin noir avec qui tu as travaillé. Donc, veux pas, tu as encore du travail à faire. Oui, c'est bon que tu m'aies prise, mais en même temps, tu m'as prise juste parce que justement, j'étais noire et tu voulais pas paraître raciste. Et ça, c'est déjà du racisme en soi. Veux pas.
Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas admettre non plus. Beaucoup de grandes marques font ça, en fait. Ils vont dire, OK, on va prendre une personne de telle nationalité ou de telle orientation sexuelle, juste pour dire qu'on n'est pas homophobe, on n'est pas ci, on n'est pas ça, mais vous l'êtes, en fait. C'est pour l'image, en Exactement. fait. Oui, ils le font une fois, puis après, ça va continuer comme avant. Ouais, j'avais vu un exemple du magazine Vogue qui a fait une édition avec Black. seulement des mannequins noirs. Et combien de fois ça s'est reproduit encore? encore? C'est revenu comme avant, ça n'a rien changé. On se bat encore pour ça. Est-ce qu'on peut dire que les médias sociaux démocratisent la mode et la beauté en tout le monde? Est-ce que les médias sociaux ont une grande influence sur l'industrie de la mode? Ça a une énorme influence et une bonne influence. En fait, ça c'est contre. Et il y a le bon côté, il y a le mauvais côté, comme toujours. Le mauvais côté, c'est que les réseaux sociaux, en fait, ne te voient pas tel quel. Parce que veut pas, tout le monde fait semblant de vivre la vie qu'on ne vit pas. Et plusieurs mannequins le font malheureusement. Parce qu'à la vue de mannequins, c'est pas juste le glamour, tout ce qu'on voit et tout ça. La plupart des mannequins, je peux vous dire, sont en train de vraiment galérer. Déjà, ne pas être payés, la discrimination et tout ça, mais on veut pas le montrer. Et ce que ça fait, c'est que ça attire d'autres mannequins, d'autres générations qui se font prendre, ils sont piégés en fait. Parce que quand tu rentres dans le milieu, on pense tous qu'on va commencer, on va être riche du jour au lendemain et tout ça, ça va se faire rapidement. Mais tu vas trouver, il y a beaucoup d'abuseurs, il y a beaucoup de personnes malhonnêtes qui vont te voler, qui ne vont pas te représenter de la façon qu'ils devraient. Et donc, oui, c'est bon parce qu'en même temps, on a une voix. Donc, quand tu veux dénoncer quelque chose, ça touche plus de personnes quand tu le mets sur les réseaux sociaux et tout. Mais en même temps, c'est que les gens ne sont pas real dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment le dire, l'expliquer. Tu disais justement qu'il y a des choses qui changeaient dans l'industrie. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des postes, mettons, plus élevés, où les mentalités commencent à changer tranquillement, pas vite. D'après toi, ce serait quoi les moyens qui permettraient de vraiment changer les pratiques dans l'industrie de la mode, d'arrêter de la discrimination? Quels autres moyens est-ce que l'industrie peut prendre pour accélérer les choses? Toi qui disais que c'est un milieu qui était vraiment en retard. Je pense qu'on devrait donner la chance aux créateurs, aux artistes de vraiment créer. Parce que malheureusement, la mode, c'est pas que les créateurs, ils peuvent créer ce qu'ils veulent en fait. Ils sont pas libres. Et je pense que c'est ça qui affecte beaucoup la mode, c'est qu'il y a un comité en fait qui décide de ce que tu dois lancer comme collection. Il y a un comité qui vient qui te dit OK, ça c'est bon pour cette saison, ça c'est pas bon. Mais en tant que créateur, en tant qu'artiste, c'est dur d'être dans une boîte parce qu'on a la montée. En tant qu'artiste, on veut s'exprimer. Donc un artiste qui est mis dans une boîte, ça le tue en fait. Et je pense que ça serait bien en fait qu'on arrête de suivre les règles. Justement, en tant qu'artiste, les artistes ne devraient pas suivre de règles. C'est ça un artiste. Un artiste, ça veut créer, tu crées tout ce qui te vient par la tête. Et le fait qu'on met tellement de règles dans le milieu de la mode, ça aide pas en fait. Ça fait pas avancer les choses. Parce qu'on suit tous une ligne. On suit tous une ligne et personne ne veut sortir de la boîte. Genre les designers qui veulent juste, par exemple, booker des mannequins ultra minces, ça va jamais changer si tu décides pas de... Finalement, il y a d'autres. Il y a des femmes, c'est pas juste maigre, c'est pas juste... c'est pas ça la représentée de la femme. Oui, il y a des maigres, il y a des rondes, il y a de tout. Donc, ça serait bien que quelqu'un puisse sortir. En fait, ça commence, il y a Jean-Paul Gaultier que j'aime beaucoup, qu'il a toujours fait. Lui, il est connu pour être l'enfant rebelle de la mode, c'est son nom. Donc, il n'a jamais suivi tout ce qui est les règles et tout ça de la mode. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a aussi Yves Saint-Laurent qui l'a fait pendant beaucoup d'années, mais en même temps, c'est des gens qui ont été très critiqués pour faire ça. Donc moi, je pense qu'il faudrait des gens plus comme eux, qui prennent, que tu sois petite, grande, ils prennent des hommes, ils prennent des femmes, ils se foutaient carrément, ils veulent juste que leur art soit représenté. Et quand on y pense, en fait, les gens qui achètent tes vêtements, c'est pas des gens nécessairement maigres et de 6 pieds. C'est des gens de tous les jours qui vont acheter, donc ça fait pas de sens de le faire porter sur des gens minces, les faire souffrir, parce que beaucoup de mannequins souffrent d'anorexie, comme j'ai dit. En fait, j'ai vu de mes propres yeux aussi, il y a un grand pourcentage de mannequins qui vraiment se privent de manger pour pouvoir rentrer dans les vêtements et c'est très triste. Parce que tu pourrais être naturellement belle, naturellement de ta proportion et toujours être engagée, mais parce que les gens doivent suivre des règles, ça fait que ça coupe beaucoup de rêves, ça brise beaucoup de personnes aussi dans la mode. Est-ce que ces créateurs-là, dans le milieu, qui voudraient faire les choses différemment, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a vraiment beaucoup. Qui se sentent limités justement par ces comités-là puis les lignes directrices? Il y en a beaucoup, mais comme j'ai dit, c'est que les gens sont habitués aussi de suivre ces marques. Normalement, c'est les grandes marques qui lead,
qui ont le contrôle sur plus. Donc, quand tu es un nouveau designer, tu viens, ouais, moi, je vais changer, ben, on va te bloquer, on t'enlève, tu ne feras pas de semaine de mode, tu ne feras pas ça. Mais je pense que si plus de personnes les supportent, oui, il y aura un changement. Mais il faudrait aussi arrêter il faudrait qu'on arrête d'acheter pas qu'on arrête d'acheter, mais moins supporter les grandes marques et donner plus de chance aux nouveaux créateurs qui veulent venir changer les choses. Tu as des plans pour les années à venir. Comment tu envisages la suite de ta carrière maintenant que tu es nouvelle mère en plus? En fait, on voit les choses différemment. Mais c'est plus bon en fait. Je vois les choses tellement belles maintenant. Tu sens que ton cœur a grandi, mais en même temps, tu te dis que tu réalises tellement de choses. J'ai parcouru beaucoup de choses, j'ai beaucoup voyagé et tout, mais ça te fait réaliser. Je me dis, je veux pas que ma fille grandisse dans un monde comme ça. Si ma fille un jour décide de devenir mannequin, je veux pas qu'elle ait à subir les mêmes choses que j'ai dû subir ou être côtoyée par par beaucoup de personnes mauvaises en fait dans le milieu de la mode. Donc, c'est ça qui m'a poussée à commencer à parler plus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà approché. Ils ont dit, mais Tiffany, tu as une histoire à raconter aussi. Parce que les gens me suivent. Des fois, les filles, les nouveaux mannequins viennent, ils m'écrivent, oh, j'aimerais être mannequin. Tu as envie de leur dire, il y a beaucoup de choses que je pense pas que si tu savais, en fait, tu voudrais être mannequin. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais côtés de la mode. Mais donc, moi, j'ai toujours voulu, je me suis toujours dit, en fait, je voulais pas devenir mannequin, je voulais pas devenir célèbre. J'ai juste avoir un nom. Et en ayant un nom, je pourrais changer les choses. Parce que malheureusement, de nos jours, c'est que les gens viennent te voir seulement quand tu as un nom. Quand tu es quelqu'un de reconnu, en fait, les gens vont t'écouter. Mais quand tu es personne, il n'y a personne qui va vraiment t'écouter. Donc c'est ça, je me suis dit, je vais rentrer dans le milieu de la mode peut-être et voir si je peux avoir un nom pour pouvoir changer les choses. Donc les nouvelles filles maintenant qui veulent être mannequins, je veux les coacher, je veux leur montrer les réalités de la mode. Parce que moi aussi quand j'ai commencé, je pensais que c'était rose, c'est beau, je vais faire les défilés, je vais défiler pour Victoria's Secret, je vais me faire des millions et tout ça. Et finalement quand je suis rentrée, c'était pas du tout ça. Ils te vendent un rêve en fait. Nous les mannequins, on ne vend pas juste des vêtements, on ne vend pas juste des accessoires, on vend aussi des rêves. On te fait rêver. Quand tu ouvres une revue, tu te dis « Oh my God, j'aimerais être à sa place » et tout ça, mais c'est pas ça. Ou le vêtement, quand tu vois un mannequin, le vêtement lui fit tellement bien, c'est parfait sur son corps. Tu te dis « Oh my God, j'aimerais tellement être maigre », mais tu vois pas que derrière ça, il y a des étiquettes, il y a des pinces qui font que le mannequin rentre parfaitement dans son corps. Parce que nous, ça n'est pas parfait, tu vois. Donc les mannequins ne me font pas parfaitement. Quand on fait des photos, il y a des retouches. On m'amincit, on me fait grosseur, on me fait avoir des courbes là où j'en ai pas, des trucs comme ça. Donc la perfection, on la vend, mais on n'est pas plus parfait que vous. Puis comment ça aurait changé, tu penses, ta carrière si il y avait eu quelqu'un, justement, à 14 ans, 15 ans, qui t'avait parlé de tout ça? Est-ce que tu penses que ça aurait été différent? Je pense que ça aurait été grandement différent. Peut-être que je me serais rendue plus loin, mais en même temps, je me suis dit que si je ne me suis pas rendue à un niveau plus élevé, il y a des raisons. Je pense pas que j'aurais tenu le coup déjà, parce que pour se rendre dans ces niveaux-là, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et moi déjà, je suis très famille, j'aime beaucoup ma famille et tout ça, donc je veux vraiment rester real, je veux rester moi-même, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai connues aussi. Oui, tu te rends dans un niveau supérieur, mais on te fait changer en fait. On dit oui, on veut ton corps, on veut ton physique, mais on veut pas ta mentalité. Donc ils te font changer, ils te font mouler en fait. Tu deviens, oui, tu es un mannequin, mais tu n'es plus toi-même. Donc je me dis oui, j'ai passé par beaucoup de difficultés, mais ça m'a transformée d'une très bonne façon. Là, je vois les choses différemment, je suis encore plus forte, je suis encore plus déterminée. Si mon parcours avait été différent, peut-être que j'aurais pas vu toutes ces choses-là. J'aurais pensé que oui, le monde c'est parfait et tout ça. J'aurais pas vu le côté noir de la mode en fait. Et j'aurais pas eu envie de vouloir changer non plus et militer pour ça. Bien, je te souhaite le meilleur pour la suite des choses. J'espère vraiment que tu vas pouvoir participer aux changements qu'on veut tous voir, je pense, dans l'industrie de la mode. Merci. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent dans le positif et on espère que ça sera très bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.